Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Clôture de l'atelier de discussion sur la stratégie nationale des ressources éducatives libres. Et pour les actualités internationales, nouveau record européen de chaleur pour un mois d'avril en Espagne. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, son Excellence M. Redouane Abdoulaye Badone, représente la République de Djibouti au 6e sommet Transform Africa qui s'est déroulé du 26 au 28 avril 2023 à Victoria Falls, au Zimbabwe, pays sélectionné parmi les candidatures de 36 membres de l'Alliance Smart Africa. Le sommet Transform Africa est le principal événement tech numérique africain fondé en 2013 à Kigali par la volonté de 7 chefs d'État africains, dont le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Il rassemble plus de 5000 participants de plus de 100 pays pour échanger sur la transformation digitale du continent dans de nombreux secteurs. Des chefs d'État qui sont membres du conseil d'administration de Smart Africa, des ministres, des dirigeants d'entreprises internationales et acteurs clés du secteur de TIC ont participé à cet événement de 3 jours qui vise à prendre des décisions fondamentales pour le développement socio-économique de l'Afrique grâce au TIC. À ce jour, l'Alliance Smart Africa compte 36 États membres dans la République de Djibouti et de nombreuses institutions telles que l'Union internationale des télécommunications, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et bien d'autres institutions. Connector, Innover et Transformer était le thème de l'édition 2023 où l'accent a été mis sur la réglementation et les politiques, le financement des infrastructures numériques, le renforcement des capacités, le développement des compétences ainsi que le commerce continental numérique parmi d'autres sujets. Le sommet Transform Africa 2023 a souligné une fois de plus l'engagement des gouvernements africains à accélérer l'agenda du numérique de l'Afrique. Notons qu'en marge de ce 6e sommet Transform Africa a eu lieu le 11e réunion du conseil d'administration de Smart Africa réunissant les chefs d'État des pays membres. Au cours de la 11e réunion du conseil d'administration du Smart Africa dirigé par le chef de l'État rwandais Paul Kagame, le ministre djiboutien de la Communication chargé des postes et des télécommunications a présenté la vision du président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui vise à faire de Djibouti un hub régional en matière de numérique. En ce sens, il a énoncé les efforts réalisés sous la haute autorité du chef de l'État en matière de construction des infrastructures, d'innovation et de manière globale dans la promotion de l'économie numérique. Le sommet a été ouvert au public qui ont pu participer à des expositions et à de nombreux panels de discussion et tables rondes. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les allocutions des personnalités importantes telles que son Excellence Emerson, président des Zimbabwe, qui a souhaité la bienvenue à tous les participants et a accueilli également les autres chefs d'État présents, dont le roi III d'Eswatini, le président du Malawi, de la Zambie et du président du Rwanda, ainsi que le président du conseil d'administration de Smart Africa. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications djiboutien a conduit une délégation importante pour représenter Djibouti à ce grand rendez-vous. La mission a été composée des personnalités suivantes: le secrétaire général du ministère délégué de l'économie numérique et à l'innovation, M. Abdallah Ibrahim Omar, le directeur général de l'ANC, M. Mustafa Mohamed Ismail, le directeur général de l'RMD, M. Abdi Elmi Ashkir, et le directeur du développement du TIC au MCPT, M. Faisal Khair Shirdan. Autre actualité de ce journal, à Djibouti, les opérations d'évacuation des ressortissants étrangers depuis le Soudan vers Djibouti continuent toujours. Après les ressortissants européens, les ressortissants canadiens évacués du Soudan sont rentrés au Canada hier soir dans le cadre des opérations des évacuations des ressortissants depuis le Soudan où les combats meurtriers, l'armée soudanaise et les paramilitaires fait rage depuis une dizaine de jours. Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines avec 150 passagers à bord en majorité des ressortissants canadiens d'origine soudanaise a quitté hier soir vers 2 heures à l'aéroport international de Djibouti, destination finale le Canada. Ces derniers ont atterri à Djibouti hier en fin de l'après-midi à bord d'un avion militaire canadien. En arrivant à l'aéroport de Djibouti, les forces de sécurité chargées de la gestion et du triage des passagers, la mairie et la police ont facilité les formalités d'embarquement pour les citoyens canadiens, dont certains étaient éprouvés par les péripéties de l'évacuation qui s'est déroulée dans des conditions rudes avec un sentiment de soulagement en Djibouti. Entre autres, c'est entre soulagement et une profonde inquiétude pour leurs chers partis et pour familles qui se soudanais canadiens de nationalité ont embarqué hier soir.
C'est bon, c'est dans les titres, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Mahmoud, et son collègue en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Dr Nabil Mohamed, ont parrainé la cérémonie de clôture de l'atelier des discussions sur la stratégie nationale des ressources éducatives libres. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Yabe, a profité de cette occasion pour restituer à grand trait la quintessence des échanges au sein des groupes de réflexion qui ont planché sur les grands axes de développement de stratégie nationale pour les ressources éducatives libres. Il faut dire que les groupes de réflexion ont recommandé, entre autres, de favoriser un accès effectif, inclusif et équitable à des réels de qualité, et le renforcement des infrastructures des établissements scolaires et des centres de formation en les adaptant aux spécificités. Et surtout, le développement de projets pour appuyer l'acquisition des équipements et installer des infrastructures adaptées à l'environnement éducatif. Les uns et les autres ont reconnu l'intérêt supérieur des opportunités offertes par les ressources éducatives libres et leur potentiel de transformation du système éducatif en termes de démocratisation du savoir, d'élargissement de l'accès à l'éducation pour tous les publics à tous les niveaux, mais aussi en termes d'entabilité et de qualité des enseignements, apprentissage, de la formation de l'éducation améliorée et surtout l'inclusion et l'équité peuvent favoriser les ressources éducatives libres. Très fortes qui ont été déclinées en action. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après cet atelier? Au cours de 2 semaines qui vont arriver, l'équipe REL de Djibouti va se pencher sur la rédaction du document stratégique national REL. Et les grands axes qui ont été dégagés lors de cet atelier vont être déclinés, comme je le dis tantôt, en action et activité. Donc voici un extrait de l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Ahmed Mohamed. Voici ces... Mais en tout cas, l'intérêt et les points qui m'ont marqué, c'est d'abord une éducation nationale qui se réinvente. Ce travail est continu. Il vous permet également, vous les experts, les professeurs, de voir des nouveaux deals, des nouveaux challenges, de ne pas rester toujours, comme vous disiez tout à l'heure, dans des acquis et dans la monotonie. Le deuxième élément important dans votre présentation, les uns et les autres, c'est surtout cette collaboration qui nous rapproche, qui font qu'on est une famille, mais que nous avons surtout une mission. Cette mission, c'est de travailler pour nos compatriotes. C'est donc cet esprit de pôle de connaissances, en tout cas ne serait-ce que pour les pays qui souffrent autour de nous. Nous devons nous engager dans cette qualité et dans cet altruisme que connaît Djibouti de partager. Maintenant, dans le mot... et puis, l'autre élément important, c'est les nouvelles technologies. Nous ne pouvons pas rester en marge de ces nouvelles technologies. Et je pense que la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que l'Afrique n'a jamais eu autant d'intellectuels. C'est une chance pour Djibouti aujourd'hui d'avoir ce mélange de connaissances qui viennent d'un peu partout. Et comment le mettre à profit? Et le numérique aujourd'hui, je pense que c'est un outil. Le contexte était magnifique. Vous avez parlé de l'évolution, mais également du choc qu'on a eu avec le Covid. Et comment l'éducation nationale, comme l'université, ont pris ce challenge à bras-le-corps. Je vais terminer par les ressources éducatives libres. Dans le mot ressources, il y a beaucoup de choses. Il y a le contenu, le savoir, mais également les hommes et les femmes et les moyens. C'est vraiment d'aller chercher ces ressources, d'optimiser. Vous avez utilisé un mot, mutualiser. Il y a le mot mutualiser, optimiser. Nous avons tenu avant-hier une conférence sur le réseau international de recherche sur la Grande Muraille Verte. Je vous invite peut-être à faire un réseau international sur la ressource éducative libre. Ensuite, voici les propos du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence, M. Mostafa Mohamed Mahmoud. Maintenant, qu'est-ce qui peut être disponibilisé, qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Ça également, je pense que vous en avez débattu. Comment la diffuser et sur quel format? Là, les questions ont certainement été également discutées. Et ce qui est encore meilleur, c'est que nous allons, nous deux, les départements, le secteur de l'éducation, nous deux, nous allons travailler, parce qu'il y a une expertise aussi de l'Université de Djibouti en matière de développement des ressources éducatives libres. Nous allons bien sûr utiliser également ces savoir-faire, parce qu'il y a un savoir-faire national.
et ces savoir-faire nationaux, nous allons Inch'Allah également l'exploiter, l'utiliser et mettre en commun, parce qu'on parle de mutualisation, déjà au niveau national, dans le domaine du secteur, il faut qu'on arrive à mutualiser ce que le CRIPEN a développé, ce que l'université a développé. Déjà, je pense que ça peut être une première étape pour qu'au niveau national, et même, je suis convaincu que nous avons également des enseignants innovants. Les enseignants ont développé eux-mêmes, ils ont développé également des ressources éducatives libres. Le CRIPEN, lui, il va bien sûr installer le cadre, il va donner les moyens, mais ceux qui vont produire, ce n'est pas uniquement les concepteurs qui sont au niveau du CRIPEN, mais les gens du terrain également doivent produire. Et c'est les enseignants. Et donc, c'est vrai que dernièrement, il y a eu une formation dans ces matières, comment utiliser l'outil numérique pour pouvoir développer des leçons, des cours. Donc, ces enseignants innovants, il faudrait, à ce que, bien sûr, dans un cadre bien défini, avec un cahier des charges défini, qu'ils puissent, bien sûr, un certain nombre de leçons, qui peut être des leçons pilotes, sur lesquelles il va y avoir la validation de l'inspection, bien sûr, à travers, bien sûr, les conseils pédagogiques, mais également les inspecteurs. C'est-à-dire, vraiment, il faudrait qu'on utilise toutes les ressources que nous disposons, que ce soit l'enseignant, les universitaires qui sont là, et je voulais remercier leur contribution. Autre actualité de ce journal, le ministre du Commerce et du Tourisme, accompagné d'une forte délégation, dont le secrétaire général Ali Daoud, les conseillers techniques et au cadre du ministère du Commerce et du Tourisme, du directeur de l'Office national du tourisme, M. Ousmane Mohamed, se sont rendus à Dikil, la ville de l'unité. Le tourisme, secteur dans le développement économique du pays, est un puissant moteur économique. Le gouvernement de Djibouti, sous l'impulsion du président de la République, a fait du secteur touristique une des priorités. C'est dans cette même optique que le ministre du Commerce et du Tourisme s'est déplacé dans toutes les régions de l'intérieur pour valoriser et soutenir les sites touristiques à travers les fiches de projet élaborées qui permettra de mettre en place une stratégie pour les 5 années à venir. Le ministre du Commerce et du Tourisme a visité les différents sites et lieux touristiques de la région d'Idikil, à savoir la ferme d'Assaïla et le lac Abbé, et un site touristique situé à lac Abbé. En présence du président de la région d'Idikil, M. Al-Darar Moussa, et du président du conseil régional d'Idikil, M. Mahad Hussein, visité la ferme située à Assaïla, que ce soit pour une nuit ou une semaine. Un lodge permet d'accueillir des visiteurs tout au long de l'année. Un gîte construit en plein milieu de la ferme peut accueillir de groupes de 10 à 12 personnes. Ensuite, le ministre a visité le lac en présence du préfet de la région d'Idikil et du président du conseil régional de la ville de l'unité, du directeur de l'Office national du tourisme et du genre des sites de l'Akabé et de la ferme d'Assaïla. Le Lakabé est un lieu de découverte pour les touristes. Le décor qu'offre le Lakabé est aussi somptueux. Après la visite de l'Akabé, le ministre a visité le campement touristique situé à l'Akabé. Sur les lieux, le ministre a reçu des explications des gérants de ce site sur les activités touristiques de l'Akabé. De sa part, le ministre a saisi cette opportunité pour le souvenir afin que notre pays accueille plus de touristes du monde. abam kaddaducana badagray fatole agata nice fadhanam kayniyay majacba kuna daabise abtukulsa dareme daabise abtukulsa sesa waxaanu ducaynayaa hogaanshaha doobirtale geesiga ku dadaale dalxiiska horow marshe dareemay qiimihiisa way dareemay qiimihiisa c'est comme ça. Voici donc quelques réactions prises sur place. Nous commençons avec le directeur de l'Office national du tourisme, M. Ousmane Mohamed. Un plaisir de venir sur ce site emblématique. Il fait partie des icônes du pays. C'est un site, comme le ministre a dit, reconnu au niveau international. Aujourd'hui, l'important, c'est de valoriser ce site en écoutant les opérateurs locaux de la région, y compris
la population locale à travailler ensemble pour promouvoir ce site, à valoriser. Donc on a déjà entamé des fiches projets, dans un fiche projet relative à la mise en place des infrastructures pour renforcer l'attractivité de ce site. Et nous allons, avec l'appui du président du conseil régional, du préfet de la région Tadjoura et des opérateurs locaux, Inch'Allah, implémenter ce projet qui va booster le tourisme local. Quand est-ce que ce projet va être lancé? Le projet a été finalisé. Nous sommes dans la phase de mobilisation du financement, Inch'Allah, et nous restons optimistes pour atteindre nos objectifs. Ensuite, les dires du préfet de la région de l'unité d'Ikil, M. Aden Moussadarar. À l'AKB, dans le cadre de la tournée ministérielle opérée par le ministre du Tourisme, du Commerce et du Tourisme, nous avons pu visiter le LAKB et présenter également les potentiels touristiques et tout le potentiel de la région. Nous ne pouvons pas faire ceci en une journée, mais nous avons juste choisi ce site, un des sites les plus emblématiques du pays, un site qui attire pratiquement beaucoup de touristes, surtout étrangers, et un peu, comme on dit, assez mal connu des Djiboutiens. Donc on a voulu que ce site soit au premier plan aujourd'hui et que le ministre soit avec nous, avec également l'Office national du tourisme, l'Agence également nationale du tourisme. C'est pour nous une joie immense que de promouvoir et que de donner plus de visibilité à un site assez connu et le rendre encore un peu plus, plus populaire. Donc voilà, je pense que nous avons pu également discuter avec les opérateurs, en premier Ahmed, pour voir un peu avec lui quelles sont les difficultés qu'il rencontre dans ses activités, comment l'État pourrait l'aider, comment l'agence pourrait l'aider, comment la politique du tourisme pourrait l'aider à promouvoir ce site et à promouvoir également son activité, à développer son activité touristique. En fait, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour et je pense que, voilà, espérant que, comme toujours, toujours l'espoir, toujours également la confiance également du gouvernement, la confiance également de la politique gouvernementale, du programme également mis en place du ministère. Et nous pensons que ces soucis auront bientôt réponse, Inch'Allah. Voici donc la réaction du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Warsama, on écoute. De la tournée périodique programmée par le ministère du Commerce et du Tourisme pour suivre, évaluer et accompagner les activités touristiques et commerciales des régions de l'intérieur. La région de Dikil dispose d'énormes potentialités dans le domaine du tourisme, notamment des sites emblématiques comme l'Agabé. L'Agabé est un site unique au monde, avec ses paysages lunaires qui sont, je dirais, fascinants. Donc, nous avons mis en place un programme pour développer les sites des régions de l'intérieur. Nous avons des fiches de projet. Un site touristique valorisé peut générer à peu près, selon la fiche, plus de 50 emplois, et notamment des emplois de jeunes. Et c'était une des raisons que nous avons fait la conférence sur le métier du tourisme et que nous avons commencé déjà à former les jeunes, à les motiver dans le secteur du tourisme. Le tourisme est générateur des emplois. Donc nous espérons vraiment pouvoir attirer des investisseurs potentiels pour le développement du secteur du tourisme, aussi bien des étrangers, mais aussi des Djiboutiens. Comme vous le voyez, ce site est un site de renommée internationale. Notre programme de développement du secteur du tourisme à travers l'Agence nationale du tourisme est vraiment un programme
ambitieux. Ambitieux dans la mesure où, depuis des ans, on a fait énormément, on a bougé un peu. Même on a fait des conférences à Paris pour attirer des étrangers pour qu'ils investissent à Djibouti dans le secteur du tourisme. L'année dernière, nous avons recensé à peu près 110 000 touristes qui sont venus à Djibouti pour visiter, notamment des sites qu'on vient de citer, l'Agabé, l'Agassal. Sur le plan international et régional, le secteur du tourisme à Djibouti, c'est vraiment connu. Et nous continuons à promouvoir. Toujours dans le cadre de sa tournée à Dikil, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsa Madiri, a tenu une réunion de concertation avec les opérateurs économiques, artisans et commerçants de la ville de l'Unité. La réunion qui s'est tenue au siège du conseil régional de Dikil a vu la participation du préfet de la région, du président du conseil régional également, ainsi que le staff du ministère du Commerce et du Tourisme. Durant la réunion, les participants ont présenté les doléances au ministre et de son côté, le ministre s'est réjoui des débats fructueux et les a promis de répondre à leurs doléances. Hier jeudi, dans la matinée, sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le docteur Ibomoumen Assowe, et en présence de son homologue somalien de la Culture, a eu lieu la cérémonie de clôture du Salon du Livre 2023 au département de la Bibliothèque et Archives nationales. Le Salon du Livre, lancé 4 jours plus tôt sous le haut patronage du président de la République, El Hadj Ismaël Marguele, s'est montré à la hauteur des objectifs escomptés. En effet, l'événement a enregistré une forte participation d'un public venu nombreux, composé essentiellement d'intellectuels, d'universitaires et jeunes passionnés de la littérature. Cette première édition du Salon du Livre, lancée sous le thème « Le livre, trait d'union de la Corne d'Afrique et vecteur de paix », est surtout marquée par une dynamique d'approche proportionnelle des productions littéraires, d'échanges et de partage au travers d'une succession de conférences, débats, ateliers et rencontres d'auteurs. Figurant parmi les intervenants, l'écrivain Omar Youssouf, on écoute ses dires. On a réussi à exécuter les ordres de Madame la ministre et dans un délai très court de lancer ce salon du livre. Je voudrais demander à tout le monde de nous excuser si jamais nous avons manqué quelque chose, si jamais nous avons oublié certaines choses. C'est notre premier coup d'essai. Et ce coup d'essai va permettre que l'année prochaine, Inch'Allah, puisque le salon sera annuel, il a été institué comme ça, par décret, nous permettra de mieux faire l'année prochaine. Avant, on allait à Hargeisa, on allait à Jijika, on allait partout, on allait à Mogadiscio, mais aujourd'hui, Djibouti a son salon. Bien sûr, un ami qui est là, qui vient de Suède, Youssef Hassan, nous a dit, mais Djibouti, vous avez l'habitude d'organiser des salons de livres, puisque dans les différents symposiums qu'on a organisés, dans les congrès de Somalipen ou de Afrpen, il y avait toujours une exposition de livres. Les gens de la région venaient montrer leur production et les libraires djiboutiens et les éditeurs djiboutiens également exposaient leurs livres. Mais cette fois-ci, c'était particulier parce qu'il fallait donner un nom à quelque chose. C'était le salon de livres de Djibouti. Voici donc le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture qui a élucidé l'importance de cet événement. Représentant de l'institution de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, nouvellement créée et qui regroupe aujourd'hui plusieurs départements culturels, notamment celle de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales, qui a donné vie au Salon du Livre de Djibouti. Je souhaite donc exprimer en premier l'honneur et la joie de couvrir cet événement sous l'égide de son Excellence, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, et de rendre possible cette première convention du livre.
Cette première édition, placée sous le thème du livre Trait d'union de la Corne d'Afrique et vecteur de paix, avait pour ambition de rassembler autour d'un événement culturel tous les constituants de la chaîne du livre, soit des auteurs, écrivains, éditeurs, imprimeurs, lecteurs, bibliothécaires et libraires. Et c'est dans le but de célébrer et de commémorer le livre et la littérature djiboutienne. À l'issue de ce salon du livre, nous pourrons d'ores et déjà constater que le challenge fut relevé car grâce à cette édition, nous avons célébré la diversité et la richesse culturelle de notre pays, et notamment dans ces 3 langues locales, afar, arabe et somali. Le Salon du livre de Djibouti joue également un rôle important dans la promotion de la culture et de l'éducation dans la région de la Corne de l'Afrique. Et dans ce sens, il fut organisé des tables rondes, des ateliers, des conférences dirigées, modérées et animées par nos grands auteurs djiboutiens, cheville ouvrière et fer de lance de cet événement inédit pour la dernière décennie. Ils ont dédié leur temps et leur journée et mis leur cœur dans cet engagement au service de la lecture. Nous l'avons vu, l'événement a favorisé les échanges, rencontres entre différents protagonistes régionaux du livre sur des problématiques diverses telles que le métier d'écrivain, les problématiques liées à l'édition. De son côté, le ministre somalien de la télécommunication et de la culture s'est réjoui de l'organisation du haut volet du Salon du livre de Djibouti, mettant en passage en exergue que la République de Djibouti vient de poser les jalons pour un partenariat des pays de la Corne d'Afrique dans la promotion socio-culturelle et linguistique, la solidarité, le partage de la culture de paix et le développement de l'industrie culturelle et créative. En effet, tout au long du programme de ce salon, nous avons assisté à des échanges enrichissants, à des débats d'idées et des lectures inspirantes et à des moments de partage qui ont renforcé notre amour pour les mots et les livres, a indiqué la ministre, le Dr Ibo Moumin Assoué. Voici ses propos. Mesdames et messieurs, chers invités, que cette édition du livre de Djibouti soit la première d'une longue série, que le lien tissé ici perdure, que les idées partagées continuent à se propager et que la littérature continue de nous unir en tant que peuple multiculturel et multilingue, attaché à ce qui fait sa richesse, sa diversité. Il me plaît dès lors de dire à l'ensemble des auteurs de la chaîne des livres ici présentes, vous êtes la fierté de Djibouti et vous êtes le porteur du livre. Vous êtes conviés à persévérer pour maintenir haut le flambeau de l'excellence livresque et éditoriale dans les concerts de nation. Écrivains, éditeurs, libraires, diffuseurs, bibliothécaires, prescripteurs, agents, critiques littéraires et j'en passe, sans vos efforts continus, permanents, l'industrie du livre ne pourra s'éclore dans toute sa puissance. Et je reste à vos côtés pour que ce dernier soit capable d'innovation et de résistance aux chocs concurrentiels et aux obstacles. Pour ce faire, il est important d'installer une synergie pour soutenir le dispositif public et privé d'appui à la création littéraire, développer la production locale d'œuvres de qualité, renforcer les réseaux nationaux et sous-régionaux de distribution et de facilitation du commerce de livres, promouvoir l'accès des populations aux livres et à la lecture publique, organiser et réglementer l'industrie du livre, réfléchir ensemble sur une politique nationale du livre adéquate. Les défis sont nombreux et le rendez-vous annuel du Salon du livre nous permettra de se réunir régulièrement tout ensemble pour consolider les acquis et aller encore plus loin, encore plus haut. Vive le livre,
produit et vecteur d'une économie créative. Vive les salons nationaux du livre, vive Djibouti, je vous remercie. Le président des autorités de port et des zones franches, M. Aboukar Omar Hadi, a eu le plaisir de recevoir aujourd'hui à Red Sea World M. Chen Eilin, maire de la ville de Yangzhou, située dans la province de Hunan, en Chine. Les discussions ont porté sur la coopération dans le domaine portuaire des zones franches et de la logistique entre Djibouti et Yangzhou. M. Aboukar Omar Hadi a salué la signature de l'accord de jumelage entériné entre la ville de Djibouti et la ville de Yangzhou. Le président de l'AIPFZ est également invité à participer à la 3e exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Zhangcha, prévue à la fin du mois de juin, dont le maire de la ville de Yangzhou lui a remis l'invitation en personne. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, la ville de Cordoue, au sud de l'Espagne, Andalousie, a enregistré un record de chaleur pour un mois d'avril, jeudi 27 avril, 38,8 degrés Celsius enregistrés à l'ombre. C'est un record national et même européen. Le précédent record espagnol pour ce mois-ci datait du 9 avril 2011 avec 38,6 degrés Celsius enregistrés. Face à cette chaleur exceptionnelle qui s'abat sur le pays, le ministère de la Santé espagnol a proposé aux régions d'avancer au 15 mai l'activation de leur plan chaleur qui débute normalement au 1er juin, avec des mesures pour surveiller les populations les plus fragiles ou encore adapter les horaires à l'école, comme à Madrid qui a accepté d'activer son plan chaleur de mercredi 26 avril. Cette vague de chaleur remonte notamment du Maroc qui enregistre lui aussi un record mensuel national. Il a fait 41,3 degrés Celsius à Marrakech. Le précédent record mensuel avait été enregistré à Agadir le 3 avril 2006. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.